Aujourd'hui, on va parler de la vie incroyable de Shigeru Mura, mieux connu sous le surnom de Mizuki. Enfant peu adapté à la vie en société, il grandit dans un Japon imprégné d'une idéologie ultra-militariste où la pression du corporatisme broie l'individu. À 20 ans, il est enrôlé de force dans l'armée impériale pour aller faire la guerre du Pacifique. Après une expérience militaire horrifique où Shigeru sera gravement mutilé et contractera la malaria, il finira par rentrer dans un Japon humilié et gangréné par la misère. Il surmontera ses traumatismes en dessinant. Considéré comme le fondateur du manga paranormal, qui continue aujourd'hui encore de prospérer, il deviendra un auteur à succès à partir des années 1960. Aujourd'hui décédé, il est toujours considéré comme l'un des artistes les plus emblématiques du Japon moderne. Shigeru naît le 8 mars 1922 à Kohama et grandit à Sakai Minato dans la préfecture de Tottori. Il est issu d'un milieu assez modeste et est le cadet d'une fratrie de 3. C'est un enfant ayant un appétit démentiel et qui vit essentiellement dans son monde. À tel point qu'il ne parla pas jusqu'à l'âge de 4 ans, il racontait qu'il se posait des questions auxquelles il répondait tout seul. Efficace. Il passe d'ailleurs l'essentiel de son temps à observer les passants dans les lieux publics pour s'inventer des histoires avec ses protagonistes grandeur nature. C'est sa nourrice Nononba qui développe son imaginaire en l'introduisant au monde des yokai, des esprits malicieux du folklore japonais. Le jeune Shigeru, ne sachant pas faire la différence entre la vie tangible et imaginaire, ne saura jamais si les monstres qu'il voyait dans son enfance étaient réels. Sur le plan familial, l'instabilité règne dans le foyer et son père enchaîne les boulots. Il est successivement gardien de nuit, patron d'un cinéma, puis vendeur d'assurance à Java. Oui, je sais, ça n'a aucun sens, mais ils sont tous un peu perchés dans cette famille. Malgré ça, Shigeru coule une enfance paisible et insouciante. Il passe la majeure partie de son temps à rêvasser, dessiner et chasser les insectes, ou à se battre contre les bandes d'enfants rivales dans une société en pleine admiration pour les figures militaires nationales. Effectivement, au même moment, l'ultranationalisme gagne le pays. En 1932, l'incident du 15 mai voit une faction radicale de la marine japonaise, la Ligue du Sang, assassiner le premier ministre Tsuyoshi Inokai. Leur objectif ? Rétablir la grandeur du Japon impérial. Il faut savoir que depuis la restauration de Meiji et l'ouverture du Japon au monde, le pays constitue son propre état de droit calqué sur les systèmes parlementaires européens. Malheureusement, le schéma politique de la séparation des pouvoirs est trouble, l'appareil exécutif est mal encadré et est totalement instable. Le 29 février 1936, une frange extrémiste de l'armée tente un coup d'état. Pendant un court instant, les insurgés contrôlèrent le centre de Tokyo et parvinrent à assassiner plusieurs membres du gouvernement. Malgré la répression de ce mouvement, ces événements affaiblirent grandement le jeune état de droit nippon, et le militarisme embrasa petit à petit le pays. Mais en attendant, le petit Shigeru continuait de mener sa vie paisiblement en séchant les cours le matin car incapable de se lever et en amusant ses petits camarades en effectuant ses meilleures flatulences. Malgré d'énormes facilités en art et en littérature, ses notes sont médiocres et il ne pourra pas prétendre comme ses frères aux études supérieures à la fin de son collège. Et c'est là que cet individu à la personnalité si atypique va se confronter à la cruauté du monde des adultes. Il est premièrement renvoyé de 2 imprimeries, ses rêveries et ses négligences excédaient ses patrons. Puis il s'inscrit à l'école d'art, mais loupait les cours car il s'endormait à chaque fois que son train passait. Ensuite, il fut recalé des admissions d'une école d'agriculture qui acceptait pourtant tous ses candidats. À l'entretien de sélection, le jury lui demanda s'il voulait bel et bien devenir agriculteur pour contribuer aux efforts de la patrie. Il répondit « Non, je veux devenir peintre ». Et devant la sidération des évaluateurs, il répliqua qu'il était ici car il adorait les fleurs. Il enchaîna les formations et les petits boulots toujours avec la même insouciance. Quand l'un de ses profs d'anglais s'arrachait les cheveux devant ses progrès inexistants, il répliquait qu'il voulait apprendre le malais. D'ailleurs, au même instant, le Japon commençait à occuper la Malaisie et contrôler toujours plus de territoires en Chine et dans le Pacifique, commettant des exactions innommables comme le tristement célèbre sac de Nankin où l'armée du Soleil Levant massacra et viola des centaines de milliers de civils chinois. Parallèlement, les conditions de vie se dégradèrent pour les Japonais. La nourriture se faisait rare et le gouvernement instaura rapidement un système de rationnement par ticket. De plus, la pression du corporatisme se durcissait. Shigeru, qui assistait aux cours du soir du lycée d'Osaka, devait participer à un entraînement militaire intense, et son caractère insouciant lui valut bon nombre de châtiments et d'humiliations qui le hantèrent jusqu'à la fin de sa vie. L'ombre de la guerre se faisait lourde. Les discours d'Hitler étaient de plus en plus diffusés à la radio. Hideki Tojo, alors ministre de la guerre, qui cumulera bientôt cette fonction avec celle de Premier ministre, réservait les meilleurs postes aux militaires sachant parler l'allemand. Et puis... Le 7 décembre 1941, l'attaque de Pearl Harbor en représailles aux sanctions économiques états-uniennes lança le début de la guerre du Pacifique. 5 cuirassés coulés, 3 autres endommagés, 10 navires de guerre coulés,
188 avions détruits, 291 endommagés, 2400 soldats états-uniens tués. Les Japonais assénèrent un véritable coup de massue aux géants américains. L'annonce de l'entrée en guerre du Japon contre les États-Unis fut proclamée le 8 décembre à 6 h du matin par la radio. Le peuple était fou de joie. En 1942, Shigeru finit par être mobilisé et comme vous en doutez, sa nature insouciante et je m'en foutiste lui valurent davantage d'humiliation et de sévices corporels de la part de ses officiers. Les gifles se succédaient pour notre pauvre bougre. Un jour, son lieutenant lui demanda si lors du signal de rassemblement émis par les trompettes, ses pieds étaient à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Il répondit « Voyons, un pied à l'extérieur et l'autre suspendu en l'air si je me souviens bien. » Considéré comme un bon à rien, il fut affecté à la trompette. Mais il ne parvenait pas à en jouer. Ainsi, il insista auprès du sergent-major pour arrêter. Celui-ci lui répondit « Tu veux vraiment arrêter de jouer à la trompette, à ce que je vois. Préfères-tu le sud ou le nord ?» Shigeru, crédule, lui répondit sans hésiter « Le sud !» Le soir même, on lui annonça son affectation sur le champ de bataille sur le front du sud, la ligne la plus apocalyptique sur laquelle opérait l'armée japonaise. S'ensuivit une traversée en mer où les soldats furent entassés dans un cuirassé, tout ça dans une chaleur étouffante, avec interdiction de sortir de la cale pour les soldats de première année. Ils débarquèrent finalement sur les îles Palaos, en Nouvelle-Guinée. On imposa ensuite aux soldats une marche forcée où certains tombèrent de fatigue. Le cauchemar commence à peine. Il faut savoir qu'à ce moment-ci, les rapports de force sont en train de changer. Durant l'été 1942, les États-Unis reprennent le dessus grâce à la bataille de Midway. S'ensuivront des opérations d'usure sur les îles du Pacifique. Les conditions sont désastreuses. Les soldats se battent comme des acharnés dans les jungles chaudes et humides. Les confrontations sont extrêmement sanglantes et les Japonais se battent jusqu'au bout pour garder leur avantage stratégique. Notamment Guadalcanal dans les îles Salomon, puis ensuite Rabaul sur l'île de Nouvelle-Angleterre. L'appareil militaire japonais touche à ses limites et force ses soldats à se battre jusqu'au bout malgré leur infériorité. Ce qui a pour effet de prolonger inutilement le conflit, poussant les soldats et les civils restés au pays à tous les sacrifices. Ainsi, c'est dans cet enfer que Shigeru et ses camarades sont mobilisés pour tenter d'endiguer les assauts états-uniens en Nouvelle-Angleterre. Ils quittent donc les îles Palaos sur un vieux bateau de la guerre russo-japonaise de 1905. Mais notre Shigeru est encore très jeune, et malgré les événements, ses rêveries prennent toujours le dessus sur la gravité de la situation. Alors qu'il est chargé de faire le guet sur le bateau, il voit une torpille s'approcher. Et que fait-on dans cette situation? On tire la sonnette d'alarme. Ce n'est pas le cas de Shigeru, qui, tellement fasciné par les dessins que formèrent le projectile balistique, ne pensa pas alerter qui que ce soit. Heureusement pour lui et les soldats présents, le bateau ne fut pas touché. Puis il y a aussi la fois où lorsque son campement se faisant bombarder par les avions ennemis, il ne pensa pas se mettre dans l'abri anti-aérien. Il expliquait qu'il ne pensait pas une seule seconde que les combats du ciel puissent avoir un impact sur le sol. What the fuck? Lorsqu'il était chargé de surveillance, il utilisait les jumelles pour observer les perroquets de la jungle. Mais mon anecdote préférée, c'est lorsqu'une nuit, réveillé par l'urgent besoin de se soulager, il prit les chaussures du sergent pour aller aux toilettes. Et dans l'obscurité, enfonça l'une des bottes dans un trou rempli de merde. Alors là, il panique, il n'a déjà pas le droit de toucher aux affaires d'un officier, là il met littéralement les pieds dans le plat. Un plat de merde. Et il faut savoir que dans cette région du monde, la chaleur enlève rapidement l'humidité des excréments. Du coup, c'est comme s'il s'était coincé dans une sorte de pâte ultra collante. Il finit par s'en dépêtrer et jeta les bottes dans la jungle. Ni vu, ni connu. Considéré comme un bon à rien, il est naturellement désigné pour partir comme éclaireur avec 9 autres personnes. C'est clairement du suicide. Son groupe se fait décimer par un assaut ennemi et il est pris en traque. À plus de 4000 km de là, au Japon, sa mère se réveille en sursaut en plein milieu de la nuit. Elle prétend avoir vu son fils poursuivi par ses assaillants et convaincue qu'il vivait ses derniers instants, elle se précipita dehors avec son mari pour implorer la montagne de laisser Shigeru en vie. Seul survivant, le jeune soldat doit ensuite échapper à des aborigènes qui tentent de le capturer. Fuyant par la nage, il trouva finalement refuge en haut d'une falaise. Exténué, il s'écroule malgré le nuage de moustiques et bingo, il chope la malaria. Le mec échappe à ses assaillants en se jetant d'une falaise, il nage une journée entière pour échapper à une tribu d'aborigènes et quand il peut enfin se reposer, il tombe malade. Et c'est pas un rhume. D'ailleurs, j'évoquais l'aspect paranormal présent dans la vie de Shigeru, notamment les yokai qu'il voyait dans son enfance. Lors de cette fuite, il y a premièrement le rêve de sa mère, puis en arrivant en haut de cette falaise dans le noir total, il se retrouve coincé dans sa progression par une sorte de mur un peu mou comme du goudron fondu. Et le lendemain, quand il se réveille, il ne voit aucune barrière mais juste un précipice. S'il n'avait pas été bloqué par ce mystérieux mur, il y serait tombé. Encore un mystère pour Shigeru Mizuki. Après ces péripéties, il rentre au camp, mais ses supérieurs sont furieux de le voir encore en vie. Dans leur rapport, ils spécifiaient qu'il n'y avait aucun survivant. Il se fait d'ailleurs tabasser car il a perdu son fusil que sa majesté l'empereur lui avait confié. Les sévices continuèrent malgré son état d'extrême fatigue dû à la malaria. Parallèlement, la pression états-unienne se fait de plus en plus forte. Les débarquements sur l'île sont réguliers et le camp de Shigeru finit par être rasé. Encerclé, son lieutenant Kodama refuse d'effectuer un assaut suicide comme exigé par l'état-major. Désireux de préserver la vie de ses hommes, il opte pour une tactique de guérilla. Souffrant de la malaria, il se suicida sur la route pour ne pas être un poids pour ses soldats.
L'état-major considéra ces survivants de l'opération suicide comme des déserteurs. Ces soldats sont trop gênants. Pour se racheter, ils ont ordre de mener un nouvel assaut sur Murumba. Shigeru, trop malade, ne participa à l'assaut. Qui perdu d'avance, ce soldat part une véritable boucherie. À cette période-ci, et surtout lors de la guerre du Pacifique, l'appareil militaire japonais n'a aucun respect pour la vie. Si on évoquait la valeur de l'existence, on se faisait traiter de lâche ou de traître. D'ailleurs, suite à cet assaut, 2 officiers se suicidèrent sous la pression de l'état-major car ils ont désobéi en battant en retraite. Les fondements de l'armée impériale japonaise basés sur le sacrifice étaient considérés comme bafoués. Oui, je sais, c'est horrible. Toujours immobilisé par la maladie, Shigeru ne put fuir un bombardement et perdit son bras avec lequel il dessinait. Sans rien pour désinfecter, les vers grouillaient et son sort fut apparemment scellé. Mais il fit preuve d'une incroyable résistance. Il maintenait sa force vitale en dévalisant les réserves de nourriture. Il est finalement rapatrié au QG général de Rabaul. Totalement affamé et ce malgré la maladie, il alla dans la forêt, essuya une slave de tir ennemi pour aller à la rencontre des indigènes afin d'échanger des paquets de cigarettes contre de la nourriture. Il dévora leur repas et se fit très ami avec eux. Fortement attaché à Shigeru, ils lui donnèrent même un terrain cultivable. Tous voulaient qu'il s'installe parmi eux. Au même moment, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945 précipitèrent la fin de la guerre. Plus de 2 millions de soldats japonais sont morts et 1 million de civils perdirent la vie à cause de la famine et des bombardements. Après avoir broyé sa population dans l'effort de guerre, le Japon accepta la réédition. À cette occasion, le gouvernement provisoire se forme sous la supervision du général MacArthur qui décide néanmoins de préserver l'institution impériale. Shigeru veut rester vivre avec les indigènes, mais il doit rentrer chez lui pour se faire opérer du bras. Après 4 ans dans l'armée qui lui en parurent 40, il rentre enfin chez lui. Mais les choses ne sont pas roses une fois rentré au pays. Son grand frère Tadashi est jugé coupable de crimes de guerre après avoir exécuté un pilote états-unien en Nouvelle-Guinée. Il est considéré comme un criminel de guerre de classe B et passera 8 ans dans la prison de Sagamo. Dans un Japon ruiné, notre héros va quant à lui intégrer les beaux-arts en enchaînant plusieurs métiers. Il possède premièrement une poissonnerie qu'il revendra, puis il achètera des rintaku qu'il louera, avant de faire l'acquisition d'une auberge à Kobe dans laquelle il rencontra des peintres de kamishibai, un genre de théâtre ambulant où tu dois faire défiler des images qui racontent une histoire. L'ancêtre du dessin animé quoi. Il réapprend à dessiner avec son bras droit, puis il s'y exerça et le surnaturel le rattrapa. Dès qu'il essayait de dessiner une série d'illustrations avec un corbeau sinistre, il était pris de fièvre. Cette dernière s'estompait instantanément lorsqu'il cessait de représenter le corbeau. D'ailleurs, il est très mal payé et ses récits n'avaient aucun succès. Il déménagea à Tokyo et se convertit rapidement dans le manga. Il publie alors Rocketman en 1957, et ce tout en luttant contre la faim et la pauvreté. Il dessine nuit et jour, son cerveau devient une machine à écrire des mangas. D'ailleurs, pour continuer dans le paranormal, il embaucha un jour un assistant. Ce dernier poussa un hurlement, s'effondra sur le sol et commença à faire de la mousse avec sa bave. Paniqué, Shigeru part chercher de l'aide. En revenant, il ne découvre qu'une flaque visqueuse à l'endroit où son employé s'était effondré. L'assistant a totalement disparu et Shigeru ne le reverra jamais. Encore un yokai ? Bref, en attendant, la vie est rude. Il a beau passer plus de 10 heures par jour sur sa table de dessin, il ne mange pas à sa faim. Et à ça, s'ajoute un mariage arrangé de ses parents soucieux de le voir célibataire à presque 40 ans. Il lutte contre les créanciers et peine à joindre les deux bouts. Shigeru abandonne ce qu'on appelle le manga de prêt. C'est une sorte de système d'édition qui se fait via des librairies qui proposent des récits à prix réduit. Il commence à publier hebdomadairement ses histoires, dans un magazine appelé Garo. Ce modèle de publication est d'ailleurs toujours en vogue au Japon. Aujourd'hui, Garo n'existe plus. On connaît plus l'édition hebdomadaire via le Weekly Shonen Jump qui publie chaque semaine les principaux mangas à succès. Et c'est grâce à ce rythme hebdomadaire que Shigeru va devenir très célèbre. Notamment grâce à son œuvre flagship, Kitaro le Repoussant, qu'il commence à publier en 1959 et qui tourne énormément autour du paranormal et des yokai. Après avoir tant souffert, Shigeru Mura, alors appelé Shigeru Mizuki en référence à l'auberge qu'il tenait rue de Mizuki, est couvert de reconnaissance et de distinction. En 1996, Sakai Minato, sa ville d'enfance, baptise l'une de ses rues Mizuki. Il reçoit un paquet de prix et est même décoré de l'ordre du Soleil Levant par Sa Majesté l'Empereur en 2003. C'est un peu comme la Légion d'honneur. Mais malgré toute cette gloire, Shigeru n'est pas nécessairement plus heureux. Il passe ses journées à travailler et n'a pas nécessairement de temps pour son épanouissement personnel. Il va énormément réfléchir à cette notion du bonheur, et il va même créer un groupe de réflexion sur le sujet dont il sera le seul membre. Il retournera alors régulièrement sur l'île de Nouvelle-Angleterre pour continuer d'entretenir ses liens amicaux avec les indigènes qui le sauvèrent durant la guerre. Il n'y a que dans cette région qu'il se sent aussi bien. D'ailleurs, pour lui, c'est une terre où vivent une multitude de yokai et reste fasciné par le sujet. Il écumera alors le monde, souvent dans le cadre d'émissions télévisées, pour partir découvrir les coutumes et les croyances de certains peuples autour des esprits. Le paranormal aura accompagné et construit Shigeru Mizuki pendant toute sa vie, et il rejoindra le monde des esprits alors âgé de 93 ans le 30 novembre 2015.